West and also from the francophone in the room to have a more comfortable discourse. Non, donc je vais continuer en français, donc si c'est d'accord pour tout le monde, avec une première chose qui est un élément de contexte. Et je suis vraiment content de commencer par ça après l'introduction de Raffaella, parce que quand je suis venu en Italie, souvent à la fin des années 90, au début des années 2000, on était encore dans un monde qui vivait sous l'égide du multilatéralisme. Et on était, nous, en train de nous battre contre le G7, contre l'OMC, contre le FMI, qui étaient les vrais lieux de décision du monde. Si on regarde la situation actuelle, à l'évidence, ça n'a plus rien à voir. Et si on veut donner une seule caractéristique à la situation internationale, c'est sa fragmentation et son instabilité. Fragmentation et instabilité sont au cœur de ce que nous sommes en train de vivre au niveau international. Et on peut le voir à tous les niveaux. Qui pourrait, par exemple, imaginer il y a 10 ou 20 ans que la Russie, après l'effondrement de l'Union soviétique, jouerait un rôle majeur en Syrie, alors que les armées américaines sont en Irak et en Syrie même, alors qu'Israël est juste à côté et que cette Syrie est entourée par des pays de l'OTAN. C'était inenvisageable. Et on voit que cette réalité-là n'est pas simplement une réalité d'aujourd'hui, mais crée des problèmes et des projections inquiétantes, en tout cas problématiques pour nous. Je vais en poser au moins deux sur la table. D'abord, les risques de guerre reviennent sur le devant de la scène. Je pense qu'on va éviter une guerre en Corée pour des tas de raisons, parce que la Corée du Nord a la bombe atomique, ce qui vous donnerait l'ampleur de la guerre que nous aurions à vivre, mais aussi parce que la Chine et la Russie ont une frontière avec la Corée du Nord, ce qui rend les choses très compliquées pour les États-Unis d'Amérique, et qu'en plus, la Corée du Sud a vu son gouvernement changer, et le gouvernement de centre-gauche actuel est pour un rapprochement avec la Corée du Nord et contre toute perspective de guerre. Mais il y a l'Iran. Aujourd'hui, l'administration Trump, appuyée par et soutenue et encouragée par Israël, mais aussi par l'Arabie Saoudite, attaque l'Iran sur tous les terrains. Et le risque de guerre n'est pas exclu. Et puis au-delà de la guerre, ce qui est déjà un problème majeur, il y a une question qui est pour nous centrale. Est-ce que la phase de mondialisation qu'a connue le monde est-elle en train de s'inverser? Est-ce que les mesures protectionnistes qui sont prises par le gouvernement américain sont simplement des pressions pour obtenir un peu plus de garanties, un peu plus de bénéfices entre guillemets dans les négociations commerciales, ou est-ce qu'on va assister à un basculement et l'entrée du monde dans une nouvelle phase? La question n'est pas du tout résolue. Je pense qu'aucun de nous ici ne peut avoir une certitude que le monde va aller dans un sens ou dans l'autre. Et cette instabilité et cette fragmentation touchent aussi l'Union européenne. Le Brexit, on est évidemment la meilleure des illustrations, mais regardez les tensions avec certains pays de la partie orientale de l'Europe, Hongrie et Pologne, mais aussi demain l'Italie, qui sera au cœur des tensions entre la Commission de Bruxelles, Autriche également. Donc on voit bien que la construction européenne elle-même est sinon menacée au sens où je ne pense pas qu'il y aura une dissolution de l'Union européenne dans les années qui viennent, mais on voit à quel point l'Europe est fragilisée dans ses fondements même par cette fragmentation du monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui se combine à celui-là et rend les choses encore plus instables, même si ça part d'un point de vue positif, c'est le fait que ce que nous disions depuis 20 ans, tout ce mouvement no global, altermondialiste, qui était le fait que la mondialisation libérale créait des inégalités croissantes, et on a vu dans ce que viennent de nous dire nos deux amis d'Europe de l'Est à quel point c'est vrai, les chiffres que tu viens de donner pour la Roumanie sont évidemment glaçants à cet égard, mais maintenant ça c'est compris par tout le monde dans des vastes régions du monde. Et on a un mouvement de rejet des politiques néolibérales, du multilatéralisme, de la mondialisation libérale, un peu partout, et en particulier dans nos espaces à nous, l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est-à-dire ce qui est autour de l'Atlantique Nord. Alors ça a une première conséquence auquel il faut être vraiment sensible, parce que c'est un mouvement qui ne touche pas que certains pays européens. C'est la montée de ce qu'on appelle en anglais un new authoritarianism, un nouvel autoritarisme, ça ne veut pas dire grand-chose en français, mais le retour de gouvernement autoritaire. Et ça, on le voit dans de nombreuses régions du monde et dans des très grands pays. Prenez l'Asie, un pays comme la Thaïlande, qui est maintenant depuis des années en dictature. Prenez le Myanmar, ancienne Birmanie. Une phase démocratique est maintenant remplacée par un retour des militaires avec des politiques racistes contre les Rohingyas, mais aussi un durcissement de la répression
terme au Myanmar. Regardez les Philippines, avec l'arrivée de Duterte. Regardez l'Inde, la plus grande démocratie du monde, qui, avec le gouvernement Modi, voit des politiques elles aussi racistes contre les musulmans, mais aussi répressives contre les mouvements sociaux. Et puis ce qui se passe en Asie se passe aussi au Moyen-Orient. Le contre-coup du printemps et des révolutions arabes en Égypte, c'est un gouvernement plus autoritaire que n'était encore le gouvernement de Moubarak. Et regardez la Turquie, avec l'évolution que nous voyons. Et puis l'Amérique latine, qui a priori semblait sortie pour longtemps des dictatures, on risque malheureusement d'avoir dans 15 jours l'arrivée de quelqu'un qui est quand même très inquiétant, qui est Bolsonaro, au Brésil, le principal pays d'Amérique du Sud. Donc quand on voit tout ça, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement un petit dérapage dans un pays ou dans quelques pays du monde, mais qu'il y a un mouvement plus profond. Et pour nous, en Europe de l'Ouest, c'est de ça dont on doit le plus parler, mais aussi en Amérique du Nord, on assiste à des choses un peu différentes, mais qui méritent qu'on s'y arrête. C'est le rejet de la mondialisation libérale et du néolibéralisme qui produit en fait une montée parallèle de niveau quasi équivalent, à l'exception de l'Italie, de courants de droite xénophobes, régressifs, semi-fascistes, autoritaires, appelez-les comme vous voulez, mais aussi de courants qui, à gauche, pèsent le plus souvent à peu près autant que ces courants xénophobes. Alors je sais, j'en dirais deux mots, l'Italie est dans une situation particulière, avec une crise de la gauche qui est une des plus importantes en Europe de l'Ouest. Et si vous regardez ce qui se joue dans toute l'Europe de l'Ouest, je mets l'Europe, je mets l'Italie à part, et toute l'Amérique du Nord, c'est un double mouvement. Alors, c'est un double mouvement qui évidemment produit un effondrement ou un affaiblissement des partis de gouvernement, en particulier ceux du centre-gauche, qui étaient dominants dans beaucoup de pays dans ces dernières années d'après-guerre, mais aussi qui se produit avec de fortes différences d'un pays à l'autre et de fortes contradictions d'un pays à l'autre. C'est vrai à l'extrême droite. Regardez ce que Salvini ici propose en Italie, qui est de répartir les migrants partout ailleurs, sauf en Italie, et regardez ce que Orban en Hongrie, complètement contradictoire. Orban dit zéro immigration chez nous, ce qui est évidemment impossible si l'Italie